Broder est l'art d'ajouter à la surface d'une étoffe déjà fabriquée et tissée la représentation d'un objet que l'on désire à plat ou en relief, en or, en argent ou en nuances. C'est en ces termes bien choisis que Charles Germain de Saint-Aubin, brodeur du roi, s'exprimait en 1770 pour évoquer l'art de broder. On raconte que Pénélope, la femme du roi Ulysse, partie à la guerre de Troie, faisait croire à ses prétendants, avides de s'emparer du royaume de son époux, qu'une fois son voile brodé, elle accepterait de se remarier avec l'un d'entre eux. Mais chaque nuit, elle défaisait sa broderie, car elle savait qu'Ulysse, un jour, lui reviendrait. Pénélope avait choisi la solitude et le silence, car se dépenser en paroles était aussi grave pour elle que de livrer son corps. Dans l'un des derniers ateliers de luxe dédiés à la broderie aujourd'hui, le royaume convoité n'est plus celui d'Ulysse, mais celui des grands couturiers qui choisissent avec attention les sublimes œuvres des Pénélopes que sont les brodeuses. Tout comme Pénélope, elles savent que ce don des dieux, c'est à elles de s'en emparer. Elles travaillent toujours en silence, cousent à plusieurs sur des modèles tracés à la craie, des millions de paillettes, perles, sequins, rubans, strass, avec des fils de coton ou parfois d'or. Elles font partie des 200 brodeuses réparties dans une poignée d'ateliers en France. Ici, sont réalisées des merveilles destinées à des maisons de luxe qui ignorent souvent leur existence. Malgré leur savoir-faire extraordinaire applaudi dans les défilés des collections de haute couture, elles restent les mains de l'ombre sous le regard de leur patron, Martin Hurel, à la tête de ce royaume, temple de la broderie et du textile de luxe depuis 1873. Martin Hurel est né dans la broderie. C'est une histoire familiale qui perdure depuis 150 ans. Son grand-père, puis son père et son oncle ont dirigé l'un des plus beaux ateliers parisiens, celui qui, dès le début du XXe siècle, fournissait les grands noms de la mode avant de créer d'éblouissants motifs au crochet de Lunéville pour Christian Dior, Valentino et Chanel. Si mes souvenirs sont bons, les premiers locaux étaient rue des Jeuneurs, qui était un petit peu le centre historique de tout ce qui était mode, même si à l'époque on n'appelait pas ça vraiment de la mode. C'est là où il y avait les magasins qui vendaient les produits qui servaient à faire les vêtements et tous les ateliers qui servaient à confectionner ces vêtements et tous les paruriers, parce que la broderie est une parure, qui travaillaient forcément dans le même quartier parce qu'on avait besoin de s'alimenter. Les métiers étaient très cloisonnés géographiquement. Et c'était dans le quartier de l'Opéra. La maison a été fondée en 1873. En fait, c'est le premier atelier dont on a la trace, qui a été commencé par Madame Tétrel. On a réussi quand même à retrouver dans les archives quelques traces de son travail initial. Donc on a des matières, par exemple ici, on a des matières métalliques, qui peuvent être par exemple des paillons dorés. On a ce qu'on appelle les paillons, c'était l'ancêtre de la paillette, qui est une paillette microscopique de 2 mm, qu'on retrouvait déjà dans les robes de Marie-Antoinette, les gilets 18e pour hommes. Madame Tétrel crée cet atelier en 1873 et en 1880, Edmond Hurel s'associe à cette femme et c'est là que la maison devient Hurel. En fait, mon grand-père a fait venir après-guerre son fils aîné, donc Jean-Pierre, et a fait venir quelques années plus tard son deuxième fils, Bernard. Un petit peu comme l'histoire de mes neveux Baptiste et Paul. Mon grand-père, c'était la maison Hurel. Pour nous, c'était vraiment le patriarche de la maison, même si il travaillait plus beaucoup quand je l'ai connu. Mais il était encore présent, il avait son bureau, et il venait, peut-être pas tous les jours, mais assez souvent au bureau. Aujourd'hui, quand vous parlez à des personnes qui ont peut-être après 60 ans et qui travaillent encore chez Hurel, ils parlent toujours de Monsieur Jean-Pierre. Hein, Monsieur Jean-Pierre, il faisait ci, il faisait ça. C'était une autre période, il venait toujours en costume. Et il avait une prestance qui s'est peut-être un petit peu perdue. C'est vrai que j'ai ces mémoires, quand j'étais enfant, de faire du roller
entre les brodeuses, les rouleaux de tissu, ce genre de choses. Il y avait mon frère aussi, je me souviens de mon grand-père, qui travaillait toujours en costume. Et voilà, ça m'a toujours plu. Je ne sais pas pourquoi ça m'a toujours plu, peut-être parce que mes parents en parlaient à la maison, je ne sais pas. J'ai toujours baigné dans l'environnement Hurel, ça c'est sûr. Notre maman, ma maman, nous en parlait régulièrement. Je suis venu souvent au bureau la voir travailler, dans les ateliers, même dans les usines, je l'ai accompagnée. Donc c'est sûr que la maison Hurel elle a toujours fait part de moi. Travailler en famille, c'est différent que travailler pour un employeur. Ça a l'avantage qu'on peut se dire les choses d'égal à égal. Et le lendemain, tout va bien, on dîne ensemble en repas de famille et on a complètement oublié. Ça permet de faire avancer les choses à une vitesse incroyable. Alors c'est un challenge et tout le monde a une vision différente. Il n'est pas dit que la vision qu'on a avec Paul soit la même que la vision que ma mère avant et de mon grand-père avant. Chacun a une esthétique et une vision différente. Après, on essaye de rester sur l'esthétique de Hurel en général, c'est-à-dire très romantique. Entre travailler pour un employeur lambda et s'investir dans une société qui a plus de 100 ans, ce qui a été fait avant, on n'a pas le droit d'échouer parce que 5 générations ont réussi à travers le temps, pourquoi est-ce que nous on ne réussirait pas? Donc effectivement c'est un challenge de tous les jours, c'est aussi un historique qu'on essaye de reproduire, de créer tous les jours et c'est une implication au quotidien. Alors là ce qu'on est en train de visiter c'est une mousseline ombrée, c'est une mousseline en fait qui est plongée dans différents bains de peinture à la suite les uns des autres et ce qui permet de faire un dégradé et c'est une technique qui est typiquement digne du savoir-faire français. Le département textile a été créé en 1934 et dès 1939, Hurel a racheté une usine de lainage dans le nord de la France. Donc dès 1939, on a été fabricant de tissus et ensuite on a des historiques, on a des livres d'archives de beaucoup de créations et on se rend compte que dès cette époque-là, la création est vraiment au cœur du projet parce que quand on regarde les archives, on se rend compte qu'on n'a rien inventé aujourd'hui au niveau des motifs. C'est vraiment un cycle, la mode, et dès cette époque-là, il y avait des très beaux motifs floraux, des très beaux motifs animaliers, etc. Donc c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a déjà presque 100 ans, on faisait des motifs qui sont aussi complexes qu'aujourd'hui. C'était pas parce que la broderie ne marchait pas, c'est parce qu'il y a tout simplement une autre demande, et ces deux métiers qui ont continué vraiment en parallèle, en fait, c'était pas forcément les mêmes clients, c'était pas forcément le même public, c'est pas la même façon de créer, mais c'est tout à fait complémentaire, je dirais, en fait. Comme ici, on voit un tissu Hurel avec une broderie Hurel. Donc c'est deux créations différentes, mais complémentaires. C'est intéressant, on a ressorti un livre d'archives d'Hurel de février 1936. Et donc ce sont des dessins qui ont été créés par Hurel en 1936 et 1937. Et justement, on a repéré un dessin qui pourrait nous intéresser pour la prochaine collection, pour le réadapter. C'est un dessin qui est plutôt narratif et qui retrace la ville de Paris finalement. Ouais, voilà. Et ça, c'est entièrement peint à la main aussi. Et c'est récent? Oh, ça, ça date d'il y a 6 mois. Là, on a refait cette commande pour un client, on a expédié la semaine dernière. Donc, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a un client qui nous a envoyé une photo d'archives. C'est quelque chose de très vieux et qui nous a demandé si nous, on était capable de s'inspirer de ça pour reproduire à peu près la même chose. Là, toutes les rayures sont peintes à la main et c'est très difficile d'obtenir ça. Au départ, le tissu, il est blanc, tout blanc. Le noir est noir, c'est du métallisé. Et ensuite, toutes les autres couleurs sont peintes à la main. Donc c'est une base de velours jacquard en lurex noir et c'est en panneau. Voilà. Fritel Hurel reprend la maison en 1896. C'est la tante d'Edmond Hurel, qui a un fils qui s'appelle Paul Fritel, qui ensuite va s'associer à Pierre Hurel. Voilà, c'est toujours des affaires en famille. Tante, neveu, cousin, frère. Ça marche souvent par duo, mais c'est la même famille. Il y a cette continuité, cette volonté de création. Il n'y a pas, à aucun moment, il y a une rupture. La maison a travaillé pour énormément de couturiers. Dans cette liste, on peut inclure Vionnet, Poiré, etc. Et ça, c'est un bon exemple, en fait, de broderie des années 20. Dans la brillance, dans la légèreté, dans le côté transparence. Il y a aussi, il faut voir les inspirations d'un point de vue dessin. En fait, il y a tout ce côté... par exemple, ça, on pourrait rapprocher ça de l'art nouveau, de l'inspiration végétale, des lignes très sinueuses. Tout mouvement artistique a... d'une certaine façon, eu une influence dans la mode et donc forcément dans notre travail de création. On part souvent de ce qui a été fait avant, pas forcément pour l'idée de le copier, mais de comprendre ce qui peut se faire, de comprendre comment ça a été fait,
En fait, c'est en connaissant le passé qu'on va un peu mieux vers l'avenir. On a toute cette période coloniale où on s'intéresse aux cultures d'ailleurs, ce côté, l'orientalisme, l'exotisme. On voit refléter ça dans la façon de dessiner de l'époque. Par exemple, on passe de ça, en fait, voilà, dans cette période qui est plutôt fin de l'époque victorienne, des choses très rigides, très noires, très sombres, très sobres, à un côté beaucoup plus pictural, beaucoup plus libre, beaucoup plus coloré. Il y a plus de liberté, c'est chatoyant, c'est les années 20. On avait déjà du vert hyper fort, du violet, du rose, du bleu. C'est des nouvelles choses qui apparaissent. Et en fait, qu'est-ce qui est magique, c'est qu'on a tendance à imaginer les années 20, parce qu'on n'a que cette trace-là en noir et blanc. Mais il faut se dire qu'à l'époque, il y avait déjà toutes ces couleurs-là. Et on n'en est pas forcément conscient. On a tendance à imaginer ça comme quelque chose de très terne et de très passé. Mais c'est pas le cas, c'était plein de couleurs. Il y a quelque chose de très intéressant. On conserve non seulement les échantillons de broderie, mais on a la trace des dessins. On a conservé une trace dans ces livres de poncifs. Ça servait à l'époque aux dessinateurs à garder une trace de ce qu'ils faisaient au quotidien. Vous pouvez le voir ici, 19 juin. Ensuite, on passe 19... 20 juin, tous les jours, il y avait des nouvelles créations, des nouveaux motifs. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient ces gros bouquins, c'est un peu plus gros qu'un format A3. Et ils venaient déposer le calque sur les pages vierges, ils ponçaient, ils faisaient la trace en fait du dessin. Ce qui nous semble être des lignes, c'est une succession de petits points. C'est vraiment l'idée du pointillisme en fait. Et c'est la trace donc de ce poncif. J'ai réussi à retrouver l'échantillon qui correspond à ce dessin. Et vous le voyez ici, ça matche parfaitement. En fait, vous avez le miroir du poncif qui se retrouve dans cet échantillon. Et le poncif nous indique que c'est un panneau en velours jaune fait le 9 juillet 1920. Et en effet, donc c'est un velours jaune en 1920. En 1934, Pierre Hurel lance l'activité du textile à la demande de Mademoiselle Chanel, qui avait besoin de tissus. Et la toute première trace qu'on ait des tissus Hurel dans une publication, c'est en juin 1934. Le textile lyonnais, le textile français, c'est le berceau du textile mondial. Il y a 2 berceaux dans le monde, il y a la France et il y a l'Inde. Quand je suis rentré dans le métier, je m'occupais du département textile. J'avais une trentaine de confrères à notre niveau. Aujourd'hui, on se compte sur les doigts de la main. J'avais plaisir à dire, on est le dernier brodeur. Et donc en fait, c'est un challenge de tous les jours de garder l'entreprise dans la famille. Je ne sais pas si on est le dernier des Mohicans ou le premier des Mohicans, puisqu'en fait, je pense que des Mohicans, il y en aura toujours, et puis ils se ressourcent. Il y a, au-delà du mythe de Pénélope, celui des brodeuses au piquant, révélé par Claude Lévi-Strauss. L'art de la broderie en piquant de porc-épic est un art endogène qui vient du continent américain, mais aussi des borobos du Brésil. Ce mythe raconte qu'en tant que jeune fille et future épouse, les brodeuses devaient se procurer des piquants afin de mener à bien leur œuvre, fabriquer leurs trousseaux, séduire leur futur époux. Ainsi, ce mythe mettait en scène la chasse au porc-épic sous diverses variantes, sachant que ces piquants avaient le pouvoir d'attirer les jeunes filles et de se transformer en objet de leur désir. C'est au-delà de la couture, la broderie, je trouve. C'est quelque chose qui sublime les vêtements et quelque chose qu'on ne peut pas faire avec une machine à coudre. Mes grands-mères tricotent beaucoup. Il y en a une qui dessine vraiment très très bien. Cependant, je me suis formée plutôt toute seule grâce aux photos, aux défilés qu'on peut voir à la télé, aux belles femmes qu'on peut voir partout, que ce soit dans les magazines, dans les films surtout. J'aurais adoré être brodeuse pour le cinéma. Après mon bac professionnel des métiers de la mode, je suis allée en broderie. Je voulais créer quelque chose d'encore plus beau que de simples vêtements. C'est le cycle des épouses des astres et des maris étoiles. Ainsi, des liens se tissent entre les êtres, entre les diverses sphères esthétiques de l'art traditionnel, entre les mythes et leur réalité quotidienne. Les brodeuses sont alors de véritables tisseuses du monde, ouvrières médiatrices, au nom d'une énorme portée symbolique. J'ai beaucoup de chance de travailler dans ce que j'aime et
c'est pas forcément facile de trouver du travail dans la broderie. Je reproduis cet échantillon sur ce morceau-là. Et par rapport à mon calque, j'ai mis les positions de mes matières qui étaient faites à l'aiguille pour pas me tromper au niveau de ma légende. Là, moi, je tatillonne parce que c'est le premier morceau que je fais et je connais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai l'échantillon, c'est pour ça que j'ai ma légende et voilà. Mais même si je suis toute seule sur un métier, c'est un travail d'équipe parce qu'on a besoin de renseignements les unes les autres. Et pour arriver à avoir la même main, parce que c'est important aussi, on serait toutes chacune dans nos coins, on travaille différemment. Et c'est pour ça que c'est important de communiquer et de se renseigner les unes les autres pour avoir le même travail et pour que le client ait un modèle homogène à la fin et qu'il ne voit pas les différences de main. C'est tout l'art de nos brodeuses. Elles font de façon à ce que ce soit homogène. Mais après, comme ça reste un métier manuel, ça reste du fait main. Donc il peut y avoir des petites... mais voilà, c'est tout l'art de nos brodeuses, de faire identique. Quand on place les gens sur les métiers, on fait en sorte qu'on mette les gens avec qui elles ont l'habitude de travailler au même rythme. Parce que elles ne vont pas toutes à la même vitesse. Sur un morceau comme ça, il y a quand même 1200 heures déjà pour la jupe. Et il faut compter 15 jours à 3 semaines de travail. Donc là, on est en train de finir un modèle haute couture qui a défilé il y a 1 an. Et donc, on a eu une répétition. C'est-à-dire qu'il y a une cliente qui a commandé ce modèle à la maison de couture et qui nous l'a fait broder. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, une répétition. Chaque étape de la broderie, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Surtout qu'il n'y a pas de tissu pareil, il n'y a pas de taille pareille. Monter un petit métier, par exemple, un devant de vêtements, bah, c'est une certaine technique. Mais quand vous montez les métiers, là, sur le modèle qu'on est en train de faire, qui vont faire plus de 4 mètres carrés d'amplitude, forcément, la tension du métier est très importante. Ce qui se passe, c'est que quand on brode souvent dans le biais, le tissu va réagir différemment. Donc ça, c'est vraiment un travail qui va petit à petit être assimilé par la personne et qui s'apprend avec les années, en fait. Elles ont une position qui n'est pas normale. Elles sont toujours de travers, une main dessus, une main dessous. Donc elles sont un peu décalées. Et à la fin, quand elles ont fait 30 ans de broderie, elles sont un peu pas tordues, mais bon, elles souffrent beaucoup aussi au niveau des cervicales, oui. Je suis comme ça. C'est le métier qui veut ça. Des fois, au bout d'une journée, on a mal aux mains, mais j'ai des gestes d'usure et du coup, j'ai le poignet là qui fait mal souvent. Je pense pas que ça handicape tant que ça. Puis ça revient, ça repart, je sais pas. J'y réfléchis pas trop encore, j'ai que 23 ans. On peut être artiste brodeur, on peut être artiste textile, mais dans le cas de figure de cet atelier, c'est un art appliqué à une industrie, c'est-à-dire l'industrie vestimentaire. Et la force d'un atelier, c'est de pouvoir justement avoir des brodeuses qui sont tellement qualifiées, une main tellement perfectionnée, qu'elles peuvent adapter leurs mains, leurs gestes à la réalisation d'un même travail. Une brodeuse doit savoir tout faire, aiguille, crochet. Moi, je parle de la broderie comme un langage. Un langage est fait de mots, est fait de codes. Et pour être une brodeuse accomplie, je dirais, on doit connaître tous ces mots-là. L'arrière d'une broderie vous dit tout sur comment ça a été fait. Parce qu'on est assez bluffé quand on le voit de face, on va dire. Et on est tellement pris par la beauté de la chose
qu'on ne veut même pas analyser ce que c'est, on veut juste admirer, on veut apprécier, on veut aimer ce qu'on est en train de voir. Mais si vous voulez avoir un regard, une lecture un petit peu plus précise, vous retournez l'échantillon et c'est là que tout le langage parle vraiment et vous pouvez comprendre comment c'est fait. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris à broder et elle me disait toujours, Nadia, il faut que ta broderie soit aussi belle à l'endroit qu'à l'arrière. Il faut avoir un œil un peu technique, il faut avoir un œil un peu stylistique pour comprendre ce qu'il y a dans un échantillon, lire l'échantillon, se mettre un peu à la place de la brodeuse qui l'a faite. La déesse Athéna enseigna aux filles de Pandarios l'excellence dans tous les travaux et activités du féminin et leur apprit notamment à broder toutes sortes de motifs. Parmi elles, il y avait Arachné, qui réalisait des tapisseries d'une telle beauté que les nymphes des forêts avoisinantes n'hésitaient pas à quitter leurs repères pour venir contempler de pareils chefs-d'œuvre. Tant d'excellence, de perfection et de grâce n'étaient pas sans rappeler les travaux de la déesse Athéna qui lui avait tout appris. Cependant, Arachné se vantait de ne devoir qu'à elle-même ce talent, jusqu'à défier Athéna dans un concours de tissage et de broderie qui rendit la déesse furieuse au point de transformer Arachné en araignée. Quand j'ai passé mon bac, dire qu'on voulait travailler dans un métier à main, artisanat, c'était un peu un ovni. À l'époque, c'était le début de la tech, Google, c'était les banquiers, tout le monde voulait faire finance. C'est vrai que c'était pas ce qu'il y avait de plus commun. Alors, ça reste pas très commun, faut pas se mentir, mais les gens sont intéressés par ce qu'on fait, alors que c'était pas forcément le cas avant. Il y a quelque chose de concret. En fait, à la fin de la journée, on voit ce qu'on a fait. Alors, ça n'avance pas forcément vite, la broderie, il faut être patient. Par contre, c'est concret. À la fin de la journée, on voit ce qu'on a fait. Il n'y a pas quelque chose de vain ou de superficiel. C'est quantitatif. Là, il y a une concentration sur le geste. C'est plus délicat quand on débute, puisqu'on maîtrise moins le geste. Mais après, quand on le maîtrise mieux, l'esprit, moi, je trouve qu'il est moins contraint. Je suis tout le temps dans mes pensées. Des fois, je me rends même pas compte que mon travail avance rapidement. Je suis ailleurs et le temps passe tellement vite, c'est assez incroyable quand on est vraiment focalisé sur notre travail et à la fois sur nous-mêmes et du coup, le temps passe vite. J'aime bien les gestes, c'est pas du tout agressif, non, au contraire, c'est doux plutôt. On pique, mais c'est pour sublimer le tissu. On lui fait pas de mal au tissu. Et puis ça s'enlève, et puis on peut refaire sur une broderie ratée, on peut toujours recommencer. J'ai une maman très manuelle, donc petite je faisais de la peinture, je faisais plein de choses avec mes mains. Et puis j'ai découvert la couture un mercredi, j'étais pas mal dispensée de sport, donc je me suis mise à faire des activités manuelles. La broderie, c'est vraiment le contact avec le tissu, la main et la matière. Déjà, c'est un art français, c'est un héritage qu'on a reçu. Mais après, qualifié de vieillissant, non, parce que justement, il y a toujours un cycle qui se fait, quoi. On voit à l'atelier, il y a plusieurs tranches d'âge et puis ça revient toujours. Les jeunes sont encore fascinés et se lancent encore dans l'école, donc c'est vraiment un héritage. On apprend beaucoup de l'autre, parce que quand on débute, on n'a pas forcément l'assurance de soi ou de l'assurance et puis la rapidité. Puis on sort de l'école, on ne connaît pas forcément tout encore. Et du coup, on apprend tous les jours. Ce qui m'intéresse le plus dans mon métier, c'est le mouvement, en fait. D'abord, on ne sait jamais ce qui va se passer la saison prochaine, puisque nous travaillons en saison, un petit peu comme un agriculteur. Sauf que l'agriculteur, il refait année après année les mêmes produits. Nous, on est à la merci, si l'on peut dire, des envies de nos créateurs, que ce soit des grands couturiers, des stylistes. On a su garder notre indépendance pour des raisons financières, parce qu'on peut se le permettre. On est dans un métier de lumière, un métier de brillance, un métier de paraître, un métier de luxe, de très haut luxe, un métier d'artisanat, un métier historique, et on n'a pas de problème de succession, puisqu'on a une nouvelle génération qui arrive. La famille a réussi à maintenir cet héritage
Ils n'ont pas vendu le fonds d'échantillons, ça n'a jamais été cédé, au contraire. Ils ont racheté d'autres maisons, ils ont rapatrié d'autres créations, d'autres ateliers. Donc à chaque fois, ils ont enrichi cette base de travail. On a dans les archives ce que moi j'appelle un peu un trésor national. C'est le travail de la maison Kidmir. C'est la grande duchesse Marie de Russie, qui était la cousine du tsar Nicolas II, qui fuit la Russie. Elle s'est installée à Paris avec son frère. Elle ne savait pas faire grand-chose, je dirais, parce qu'elle avait été éduquée comme une princesse. Et elle rencontre Mademoiselle Chanel, parce que son frère Dimitri avait eu une liaison avec Mademoiselle Chanel. Elle passe beaucoup de temps à l'atelier, au studio de Chanel. Et elles arrivent à un espèce de contrat, comme quoi elle va broder pour Chanel. L'atelier Kidmir a travaillé de 1921 à 1928-29, jusqu'à ce que la grande-duchesse décide de partir habiter à New York. Et elle vend l'atelier. Elle collaborait déjà depuis quelques années avec la maison Hurel parce qu'elle n'arrivait pas forcément à faire toutes les productions. Donc elle faisait les échantillons, elle faisait les prototypes et Hurel prenait les prods. Et elle dit qu'elle est allée apprendre elle-même le travail de machine Corneli parce qu'au début, l'atelier ne faisait que ça. Chanel voulait un travail de Corneli, donc elle a appris la machine Corneli. Et elle dit, voilà, en fait, on piquait le motif, on travaillait avec la machine, elle explique tout le travail de chaînette. Après, elle commence à embaucher des brodeuses russes, des princesses, des duchesses, qui brodaient très bien parce qu'elles ont appris ça depuis toute petite. En fait, elles savaient faire que ça. Et il y a aussi quelque chose qui est très touchant, c'est les tout premiers échantillons Kidmir. C'est un travail qui a l'air très artisanal. C'est les princesses russes et les brodeuses russes qui brodaient ça, en fait, sur des mousselines qui sont d'une finesse incroyable. Alors, il y a ou de l'aiguille ou le lunéville. Le lunéville, c'est avec un crochet, et c'est-à-dire c'est une chaînette. Et avec ça, c'est-à-dire on a nos matières, et le travail il est plus rapide aussi. Alors là, j'ai plusieurs lunévilles. Alors, tout dépend des fils que je vais utiliser. C'est-à-dire là, pour celui-ci, c'est-à-dire à l'œil, je dois savoir lequel pouvoir utiliser pour les matières. C'est-à-dire celui-ci, c'est le plus gros, c'est pour la chenille. Hein. Bon, après, il y a pour la soie, fil de soie. Et après, celui-ci, c'est-à-dire les pointes, elles sont plus fines. C'est pour utiliser justement ces fils-là qui sont beaucoup plus fins, alors du Madeira ou du fil... du fil 50. Voilà. Alors là, je fais un essai de mariée. Alors d'après une archive. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est une archive. Et là, justement, je dois broder, mais plus léger. C'est-à-dire on n'a plus les mêmes matières, mais avec d'autres matières. Peut-être qu'on est tout à pas vouloir être mis en avant, mais on sait ce sur quoi on travaille, donc je pense que c'est ça qui nous plaît le plus. Mais je pense que le point commun à toutes les brodeuses, c'est la patience. Je pense que même les jeunes qui arrivent, voilà, elles aiment prendre le temps de faire un travail bien fait et de voir aussi l'évolution, parce que ce métier évolue, parce que c'est pas les mêmes matières qu'il y a un siècle, on va dire. Par exemple, il nous est arrivé de travailler sur du sac poubelle, quoi. Donc, il y a des choses qui restent à l'ancienne, mais il y a des choses qui évoluent, et c'est ça qui peut être intéressant aussi dans notre métier. J'ai fait des études généralistes un peu par défaut. J'ai travaillé dans un cinéma et dans un cabinet d'avocats. Et puis, à 40 ans, on se pose plus de questions. Et ça engendre un questionnement. Et c'est comme ça que j'en suis venue à la broderie. Alors, j'ai toujours été fascinée par la haute couture, depuis toute petite. Je ne sais pas exactement pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais ça m'a toujours passionnée. Mais il y avait comme un veto familial, on va dire, et que c'était pas une profession qui était envisageable. Et puis la vie fait que on fait des choix et puis on se pose des questions et puis après on se dit mais pourquoi pas. Chaque projet est différent. Donc moi je trouve pas ça ennuyeux. C'est un peu tout le temps le même geste, sauf que ce sont des nouvelles matières, des nouvelles couleurs. Il y a un travail préparatoire qui est le dessin et au préalable, donc c'est toujours une surprise. Comment dessiner pour les brodeurs ? Tu devras fournir des brodeurs avec des dessins de diverses sortes. Pour cela, demande à ces maîtres
de bien tendre la toile ou la soie fine sur un châssis. Ensuite, si la toile est blanche, prends ton charbon habituel et dessine ce que tu veux. Puis prends ta plume et ton encre habituelle et repasse comme tu le ferais sur un panneau au pinceau. Puis efface le charbon. Puis prends une éponge humide, bien propre et essorée. Et avec l'éponge, gomme la toile sur l'envers, du côté où elle n'a pas été peinte, et continue jusqu'à ce que la toile soit humide aussi loin que s'étend le dessin. Ensuite, prends une petite brosse à poils assez court. Trempe-la dans l'encre, et après l'avoir bien essuyée, tu commences par ombrer les zones les plus sombres, en revenant et en dégradant progressivement. Tu trouveras qu'il n'y a pas de toile assez grossière, mais que grâce à cette méthode, tu obtiendras des ombres si douces qu'elles te sembleront miraculeuses. Et si la toile sèche avant que tu aies fini d'ombrer, reprends l'éponge et humidifie à nouveau la toile. Cette méthode te suffira à travailler sur le tissu. Je suis la dessinatrice textile. Les sources d'inspiration, elles sont vraiment multiples. Ça peut partir soit des archives, soit d'un détail de robe, soit ou sinon d'une inspiration que j'ai vue. Donc des fois, les inspirations sont très directes. Je vois une image et tout de suite, je pense à un tissu et tout se découle. Et puis des fois, il y a beaucoup plus de travail, d'assemblage et de travail de dessin en fait pour arriver à l'inspiration finale. C'est plutôt une image et au fur et à mesure que je la construis, je vais avancer des éléments que moi je veux mettre en avant et c'est là où je me raconte un peu une petite histoire dans ma tête. Moi j'ai un univers assez narratif où je fais surtout des animaliers. Ce que j'aime c'est surtout combiner plein d'éléments et créer une espèce d'histoire qui peut se lire dans le dessin et qui se mélange. Moi je trouve qu'on apporte toutes les saisons des nouveautés en termes de technique, en termes d'innovation sur le tissu en lui-même. Et que c'est ça notre rôle dans la création de nouveautés. Après, effectivement, comme disait Alix, chaque designer, chaque créateur va déstructurer le vêtement, va faire des accessoires futuristes. Et nous, on n'intervient pas dans cette création-là. Nous, on essaye d'être créatifs au niveau du tissu. Mais si le créateur, notre client, décide de déstructurer, de casser complètement le tissu pour en faire quelque chose de nouveau, nous, on aura joué notre rôle en apportant un tissu nouveau. Chez Hurel, vous êtes dans un atelier de broderie qui travaille pour la haute couture. Donc, vous pouvez retrouver ce genre de situation dans des ateliers de broderie ou de confection, si jamais ils travaillent pour le prêt-à-porter, donc pour de la grande quantité. Nous, on travaille que pour des pièces uniques, donc on peut garder cette méthode de travail et cette tradition parce que on travaille sur des pièces uniques. La broderie, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas d'interface, on touche tout. Il n'y a pas de machine. Et tout ce qui est machine, que ce soit ordinateur et machine à coudre ou machine pour la cuisine, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Non, ce que j'aime, c'est qu'on peut toucher directement, qu'il n'y a que la main. C'est le toucher. Puisque la haute couture, il y avait une fascination depuis toute petite. Alors c'était les images à la télé, les défilés, et puis après c'était Gabrielle Chanel quand j'étais jeune, parce qu'il y avait son côté un petit peu rebelle quand même. L'émancipation de la femme, elle y a travaillé. Surtout au début, quand j'ai appris son désir de mettre le pantalon, ce genre de choses, un côté un petit peu... pas tenir compte des règles établies de l'époque. Ma adolescence, ce qui m'amusait plus, c'était bête, hein, c'était plus le côté paillettes et glamour de ça. Alors, ce qui a vraiment changé, ma adolescence, je me souviens que mes parents m'emmenaient à mon premier défilé. Je sais pas, je devais avoir 15 ans. Et je m'en souviens très bien, c'était un défilé Valentino Couture. Et je me souviens avoir vu les tissus et les broderies de Hurel sur des mannequins très connus. D'ailleurs, c'était Kate Moss à l'époque. Et ça m'a vraiment marqué que le travail qu'on faisait puisse être sur des gens très connus et très célèbres. Je dois avouer que quand j'avais 15 ans, c'était ça qui m'amusait le plus. Ma mère, en grandissant, nous avait dans beaucoup de musées. Une des choses qu'elle a essayé de nous transmettre, c'était de s'inspirer pour les collections textiles en allant voir des musées, des expositions. Je travaillais avec ma mère et mon beau-père, je travaillais avec mon oncle et je travaillais avec mon frère. Et j'ai eu énormément de chance de travailler avec ma mère, j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le fait qu'elle parte à la retraite, elle avait ça de manière très gracieuse. Elle est partie, elle a dit, moi je travaillais pendant 10 ans, et elle est partie en disant, c'est bon, je pars, maintenant c'est à vous de gérer. Et elle est vraiment partie. C'est-à-dire que maintenant, c'est nous qui gérons. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance et c'est un poids on a un petit peu libéré maintenant. C'est Paul et moi qui avons notre propre vision, qui allons dans notre propre direction. Martin Hurel a conscience qu'il est aujourd'hui celui qui se doit de transmettre. Car seul l'artisan peut transmettre ce que le travail, l'expérience ont d'unique,
comme en témoigne ce magnifique dialogue au début du banquet de Platon entre Agathon et Socrate. Viens t'asseoir près de moi, Socrate, afin qu'en te touchant, je puisse jouir du savoir qui t'est venu dans le vestibule, car il est évident que tu as trouvé quelque chose et que tu le possèdes. Socrate lui répondit « Ce serait une belle chose si le savoir pouvait couler du plus plein au plus vide en nous touchant les uns les autres. » Ça, c'est un tissu Hurel, brodé Hurel. C'est années 50. Je dirais que c'est entre 52 et 55. Et ça pourrait même être un dessin créé par la dessinatrice André Brossin de Méret. C'est une figure de la mode du textile qui est assez mal connue. C'était la créatrice textile préférée de Monsieur Dior, de Monsieur Givenchy. Et ce qu'elle faisait, en fait, c'est qu'elle prenait des motifs, elle faisait faire des photographies et ensuite elle retravaillait ces photos de fleurs, de légumes, de petits pois, de plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est le travail complémentaire, je dirais, des deux métiers de la maison. Ça, c'est de la cuvette argent, du strass, et ensuite vous avez des tubes en verre, tubes cristal. Ce n'est pas un vain mot de parler de l'architecture d'une robe. Une robe se construit, et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Et c'est un secret qui dépend de la première loi architecturale, celle de l'obéissance à la pesanteur. Le tombé d'un tissu et la ligne d'équilibre d'une robe résultent de ce tombé et fonction du sens du tissu. Il ne sera pas le même si le tissu est employé, pour reprendre les mots dont nous nous servons tous les jours, en droit fil ou en biais. Il faut que les robes bougent bien sur le corps de la femme. Si vous mettez trop d'artifice dans un vêtement, il y a une contrariété. Et je pense qu'il ne faut jamais, un tissu a une vie. Et il ne faut jamais contrarier le tissu si vous voulez que le tissu parle. Moi, avant de venir travailler chez Hurel au patrimoine et au développement, moi j'étais de l'autre côté. J'ai fait des études de textile, de broderie. Ma grand-mère était brodeuse et elle m'a appris à broder depuis que j'étais toute petite. Et je travaillais chez Chloé. Je suis styliste broderie de formation. Ça veut dire on conçoit les collections, on décide avec quel brodeur travailler, on développe en fait une gamme. Par exemple, pour cette saison, on va avoir des marguerites brodées avec du fil ou de la broderie anglaise ou de la broderie de jet. Ou cette saison, on va faire que de la paillette, dans telle couleur. Et ensuite, on trouve un moyen de le réaliser chez les brodeurs. Et on est venu chez Hurel. Et Martin, à l'époque, nous avait sorti peut-être 5-6 boîtes. Et on avait regardé, on avait retenu quelques-uns. Et moi, à chaque fois, j'étais fascinée en fait, par la variété, par l'ampleur de la chose. Et je me disais, enfin, il y a des vrais trésors. Et petit à petit, je me suis intéressée à l'histoire. Moi, j'aimerais bien créer, à partir de ce fond-là, le musée de la broderie haute couture. Parce qu'il y a de quoi faire, il y a toute la base, enfin, on a tout ce qu'il faut. On a les connaissances, on a les traces, on a les dessins, on a les échantillons. On peut faire appel aux maisons pour retrouver des modèles. On a 150 ans d'histoire de la mode. La plupart de nos brodeuses se sont mariées, ont eu des enfants, donc ont eu une période où elles n'étaient plus là. Je crois que j'ai une brodeuse qui est encore parmi nous, qui a été absente plus de 5 ans, parce qu'elle a eu plusieurs enfants, qui forcément est revenue, et très contente de revenir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ces brodeuses ont élevé leurs enfants, elles peuvent rester jusqu'au niveau senior. Historiquement, on a même beaucoup de filles qui restent avec nous vraiment assez tard. Et c'est assez enrichissant, je trouve, d'avoir quelqu'un qui a passé tout ou partie de sa carrière professionnelle au niveau de l'atelier. C'est un vrai sujet social et sociétal, mais il se trouve que je pense qu'on ne peut pas garder des employés, des collaborateurs, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, vous voyez, si vous n'avez pas un esprit de famille, un esprit d'équipe.
L'atelier Guinet, c'est un atelier qui a été créé en 1954. C'est un vieil atelier qui a son histoire. Hurel a toujours travaillé avec cet atelier. Donc on travaillait avec Gilles et Georges Guinet qui possédaient cet atelier et c'était un de nos principaux fournisseurs. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il partait à la retraite, il avait vers 60 ans, il n'y avait personne vraiment pour reprendre. Et ce genre d'atelier, c'est un des 2 derniers ateliers d'impression de flocs et de paillettes qui existent en France. Voilà, en gros, il devait se passer quelque chose ou ça disparaissait. Et nous, on s'est dit, vraiment, c'est l'occasion, nous, ça nous plaît, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on s'est rapproché avec David, donc le chef d'atelier, qui lui travaille avec les frères Guinet, et on s'est mis d'accord pour reprendre, pour que Hurel reprenne et continuer l'activité. C'était quelque chose de nouveau, mais voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Les entreprises familiales se perdent de plus en plus parce que les gens ne savent plus les gérer ensemble. C'est le cours du temps. Intéresser les enfants pour qu'ils rentrent dans la société et qu'ils puissent perdurer, c'est à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Il y a vraiment eu un lien, qu'on pourrait dire affectif, entre la vie professionnelle et la vie privée. Quelque part, ça a été un petit peu la tradition qui se répétait, c'est-à-dire que mon père avait vécu ça avec son père et moi j'ai vécu ça avec mon père. Parce que à chaque génération, on a su trouver quelqu'un qui pouvait perdurer la maison. Depuis que Hurel a repris Guinet, on essaye d'amener cette nouvelle technique. Voilà, de nouveaux supports, de nouveaux dessins, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Après, c'est vrai aussi que ça permettait avec Paul de faire quelque chose tout seul. C'est vrai que reprendre Hurel, la broderie, le tissu avec nos parents, c'était la continuité. Et faire quelque chose de nouveau à partir de zéro, ça permet de s'émanciper un petit peu. Hurel, il y a plus d'historique, de tradition, il y a plus un esthétique qu'on connaît, c'est plus bordé, disons. Hurel, on sait où on est, on sait comment c'était, et on peut innover, mais c'est différent. Comme c'est nouveau pour nous, il y a moins de cadres. Chaque génération a eu son point important à mettre en place. Par exemple, notre mère a fait la transition de la haute couture vers le prêt-à-porter de luxe, qui sont pas les mêmes matières. Nous, on a la transition à faire sur une industrie textile qui était polluante et qui doit devenir propre. On est obligé d'apporter une certaine pointe de modernité. On travaille sur le segment de la haute couture qui donne l'impulsion sur la nouveauté. Donc aujourd'hui, nous, on est obligé d'apporter notre touche de modernité et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de mettre en place des process qui seront la norme dans l'industrie dans 5 ou 10 ans. Toutes les normalisations, les certifications textiles pour des tissus biologiques ou des tissus recyclés, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est surtout une question de poursuivre l'héritage. C'est-à-dire que nos parents nous ont légué un héritage et nous, on a grandi cet héritage. On a su s'adapter. On a une famille. Après, la manière dont est l'entreprise au niveau familial ressemble beaucoup à la manière dont était et est encore, pour certains d'entre nous, la famille. C'est-à-dire qu'on est issu de familles nombreuses. On n'a pas des pieds d'argile. On a plutôt des pieds de roc. Mais quand tout tient à un fil, alors tout tient à un fil, c'est pas la bonne expression, c'est qu'il y a tout à faire. C'est-à-dire que quand vous dites que je vais à droite à gauche pendant toute la journée, c'est qu'en fait, il faut. On a un département de création
du dessin, donc il faut faire le point avec eux. Après, on a l'atelier de broderie, donc il faut faire le point avec l'atelier de broderie. Après, l'atelier de broderie est dirigé par une responsable, il faut faire le point avec cette responsable. Donc déjà, vous voyez rien qu'au niveau de la gestion de l'atelier, il y a déjà tout ça à faire. En plus de ça, même si je m'occupe principalement de l'atelier broderie, je m'occupe aussi de la direction de l'entreprise et je travaille en collaboration avec mes neveux qui, eux, s'occupent du département textile. Il y a aussi une entreprise, ça se gère tous les jours avec plein de petites choses. Je donne souvent l'exemple, je dis, nous on est à la tête d'une épicerie, une épicerie de luxe, mais une épicerie. La haute couture reste une excellence aussi et les couturiers aiment l'excellence et du coup c'est pour ça qu'on a la chance de pouvoir encore travailler à la main et faire des choses aussi minutieuses, voilà. Je pense que c'est la finesse et peut-être la patience. En tout cas, ça c'est sûr que c'est un point commun à toutes les brodeuses, j'imagine. On a de la patience parce que c'est vrai que c'est des travails qui peuvent être longs, quoi. Voilà. Peut-être le principal des points communs et l'amour du travail bien fait aussi, j'imagine. Il y aura toujours des gens qui seront attirés par soit pour le faire, soit pour le porter, la broderie. C'est habiller un tissu, c'est donner de la brillance à un tissu basique, donc c'est quelque chose de beau quand même. Je ne sais pas si on se fait remarquer, mais en fait, moi je sais que personnellement j'aime bien la travailler, j'aime bien voir l'avancée du travail, mais j'aime pas. Et puis je pense qu'il faut des occasions en effet pour porter ce genre de choses. Et nous, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas l'occasion forcément de porter ce genre de choses. Mais par contre, j'aime beaucoup la faire. Ça, c'est. Je le fais depuis 20 ans et je ne regrette pas mon choix. Colette n'avait-elle pas deviné que broder, coudre ou se taire était un moyen silencieux de s'affranchir? Belgazou est muette quand elle coud, muette longuement, et la bouche fermée, cachant l'âme à petites dents de scie logée au cœur humide d'un fruit, les incisives larges, toutes neuves. Elle se tait, elle, écrivons donc le mot qui me fait peur, elle pense. En fait, je suis rarement présente sur la broderie, je suis tout le temps en train de penser à plein de choses différentes. On est vraiment focalisé sur notre travail et à la fois sur nous-mêmes et du coup, le temps passe vite. C'est vrai qu'on pense à autre chose, on aime ce qu'on fait, c'est un travail qui est vraiment particulier. Je le vois bien quand j'en parle à des gens qui ne sont pas du tout du milieu et ils sont toujours très impressionnés, ils veulent toujours savoir. Donc c'est vrai que quand on est ici, on est dans une bulle un peu différente de la réalité. Et, selon mes émotions, ce que je vis, et je pense pas vraiment quelque chose en lien avec la broderie où on se focalise sur des pensées, du coup on n'oublie pas, mais on pense différemment. Derrière tout objet de luxe, il y a un artisan qui fait vivre des traditions séculaires garantes d'excellence. Derrière chaque reflet de tissu, chaque paillette, chaque sequin, chaque fil d'or qui illumine les podiums, il y a les mains des brodeuses, des artistes qui reconnaissent chaque point de leur travail à l'ombre des projecteurs.